Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Une édition spéciale aujourd'hui avec deux invités, Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, et Nasser Al-Koudoua, ancien ministre palestinien des Affaires étrangères. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. Alors, malgré des vents largement contraires, vous continuez à prôner la solution à deux États. Mais avant d'aborder votre projet, Monsieur Olmert, je vais commencer avec vous. Vous avez soutenu initialement la guerre Israël en Gaza. Maintenant, vous accusez Israël de crimes graves, voire de crimes de guerre. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis? Est-ce que c'est la décision d'Israël de relancer les opérations militaires à la mi-mars? Comme vous l'avez dit, j'ai soutenu le droit d'Israël à contre-attaquer après les événements du 7 octobre. J'ai soutenu la contre-attaque israélienne pour atteindre les tueurs, les dirigeants, les combattants du Hamas à Gaza. Je faisais partie d'un groupe important de dirigeants du monde entier, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Rishi Sunak, le chancelier Scholz, la Première ministre Meloni, et ainsi de suite. Autant de dirigeants qui ont soutenu la contre-attaque israélienne, qui était à la fois inévitable et obligatoire, puisque ce qu'a fait le Hamas était impossible à oublier et à pardonner. Ils ont tué, violé, massacré des milliers de citoyens israéliens dans leurs salons, dans leurs chambres. Il était impossible de renoncer à les frapper pour les éliminer. Et nous l'avons fait. Nous nous sommes battus pendant 20 mois et il y avait un consensus au niveau international, malgré tous les dégâts collatéraux. Consensus disant que cela était acceptable et inévitable. Mais le 18 mars, le Premier ministre israélien a décidé de violer un accord conclu entre le Hamas, l'Égypte, le Qatar, les États-Unis, visant à poursuivre les échanges d'otages en échange d'une poursuite du cessez-le-feu. Mais la décision a été prise de poursuivre la guerre. Personne, ou presque personne en Israël, ne soutient cette poursuite de la guerre. La majorité des Israéliens pensent qu'il n'y a aucun objectif militaire ou politique qui justifie la perte de vie israélienne côté militaire, la perte de vie des otages et la perte de vie côté palestinien, des personnes non impliquées innocentes à Gaza. C'est une guerre qui n'a pas de légitimité à ce stade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, à la différence de l'époque. Une guerre qui n'a plus d'objectif qui peut justifier les coûts imposés. Et c'est donc un crime. Et c'est pourquoi je suis contre, car je pense que nous ne devons pas le faire. Monsieur Al-Koudoua, est-ce que vous êtes d'accord avec cette description de la situation? Certains organismes des Nations Unies, certains chefs d'État, dernièrement le président du Brésil, Lula, disent que ce n'est pas seulement un crime, c'est un génocide. Je sais que Monsieur Olmert n'est pas d'accord. Pensez-vous qu'Israël commet un génocide? Écoutez, je pense que c'en est un. Mais j'ai un partenaire politique sérieux ici. Nous poursuivons un objectif plus large ici. Je pense qu'il nous faut nous concentrer sur cet objectif plutôt que sur des querelles de terminologie stérile et sur des questions de définition juridique. Cela doit être fait, mais pas par nous, peut-être par d'autres, car c'est important pour la communauté internationale et pour la région. Il faut que les responsables rendent des comptes. On ne peut pas permettre que quiconque échappe à la justice. Monsieur Olmert, quel est l'objectif final du gouvernement israélien? Recoloniser Gaza, annexer la Cisjordanie? On voit que l'offensive en cours à Gaza vise une réoccupation complète. On voit aussi ce qui se passe en Cisjordanie, qui est très préoccupant. Est-ce que c'est ça l'objectif final? J'imagine que vous n'êtes pas en train de me demander de me faire le porte-parole du gouvernement israélien, n'est-ce pas? Vous êtes un politicien chevronné. Bien sûr. Et vous connaissez Benjamin Netanyahou très bien. Je le connais très bien. Il a été mon successeur au poste de Premier ministre. Mais je n'ai pas confiance en lui, comme la plupart des Israéliens qui n'ont pas confiance en lui. Et c'est depuis peu. Il a une majorité au Parlement en raison des élections qui ont eu lieu il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, et tout au cours de cette séquence, plus de 60% des Israéliens dans les sondages déclarent
qu'il mette en avant son intérêt personnel politique, et qu'il favorise son intérêt personnel au lieu de favoriser l'intérêt national israélien. Quel est l'objectif de Netanyahou? Il ne souhaite pas mettre fin à la guerre, il ne veut pas voir les otages être libérés, qui sont toujours retenus par le Hamas, et dont la vie est menacée, en particulier à cause de la poursuite et de la reprise des opérations militaires. Il semble vouloir poursuivre la guerre pour toujours, car plus la guerre continue, plus le 7 octobre s'éloigne, et plus l'échec total de son concept, de sa politique, s'éloigne, plus on oublie le fait qu'il n'est pas disposé à négocier avec les Palestiniens, renforçant au lieu de cela le Hamas. C'est lui qui a facilité le financement qatari au Hamas, ce qui a permis au Hamas de construire ces tunnels, de construire une ville pour la guerre, pensée, conçue pour livrer bataille contre Israël, alors que lui était certain qu'il était capable d'acheter le Hamas avec l'argent du Qatar. Monsieur Al-Kodoua, quel est l'objectif d'Israël? D'après ce que vous entendez, de ce que vous voyez à Gaza, en Cisjordanie, ajoutons à cela le plan Trump de créer une Riviera à Gaza. Écoutez, toutes les déclarations sur les déplacements forcés de masse doivent être condamnées. Certains ministres israéliens l'ont mis sur la table. Mais oui, mais parce qu'ils sont fous. Mais ce sont des ministres. Ce sont des types messianiques qui veulent tout, qui veulent toute la terre, qui veulent se débarrasser des Palestiniens et qui veulent annexer la Cisjordanie. Voilà, des choses comme ça. Et ça ne va pas se produire. Soyons sérieux. Moi, je préfère parler des objectifs de Netanyahou. Plutôt que des objectifs d'Israël. Que veut-il? D'abord, continuer la guerre pour se sauver lui-même en tant que Premier ministre. Et puis, peut-être, au nom de certains ministres israéliens, si possible, il souhaitera peut-être recoloniser une partie de la bande de Gaza et continuer à coloniser la Cisjordanie. Une annexion? Une annexion, bien sûr, on y viendra. Ce sont des types qui sont complètement dingues. C'est pourquoi il faut les arrêter et c'est la responsabilité de la communauté internationale. Les gouvernements du monde entier ne peuvent pas s'en laver les mains et déclarer que ce n'est pas leurs affaires. Ce sont leurs affaires. Ce qui se produit est en train de détruire le système international, qui a été avec difficulté construit après la Seconde Guerre mondiale. C'est la responsabilité de chacun. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle ces types doivent être arrêtés par la communauté internationale. Alors, ces individus, les ministres Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, viennent d'être sanctionnés par plusieurs pays occidentaux, dont certains soutiens traditionnels d'Israël, comme le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, l'Australie. On a l'impression qu'Israël devient un État paria. Le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, se demande ouvertement si Israël, au lieu d'être un refuge pour les Juifs, n'est pas en train de devenir plutôt un danger pour les Juifs du monde entier. Si quelqu'un comme Tom Friedman en arrive à dire, et tant qu'il est, qu'Israël devient un État paria, alors je crois que personne ne peut l'ignorer en disant que ce n'est pas important. C'est extrêmement important. Et moi, ça a été ma préoccupation. Ça me fait peur depuis longtemps. Quand, après 20 mois, les dirigeants du monde demandent au Premier ministre israélien « Quels sont vos plans? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est l'horizon que vous proposez ?» La réponse est donnée par ces ministres terroristes messianiques du cabinet de guerre israélien, Ben-Gvir et Smotrich, qui parlent de détruire Gaza, de tuer tout le monde, personne ne mérite de rester en vie, les empêchant de subvenir à leurs besoins humanitaires de base. Dans ce cas-là, on a des pays qui soutenaient Israël, des pays acquis à la cause d'Israël, engagés pour sa défense, ayant participé à sa défense lors des frappes de missiles balistiques iraniens.
les Britanniques, les Français, les Américains, bien sûr, mais même les pays arabes qui ont participé à la défense d'Israël, tous ces pays, lorsqu'ils entendent ces déclarations faites par des membres du cabinet de guerre israélien, avec le soutien tacite ou affiché du Premier ministre israélien, ils se disent « Non, franchement, c'est trop. Trop, c'est trop. » Trop, c'est trop. Donald Trump peut-il amener la paix à Gaza et peut-être ouvrir un horizon politique aux Palestiniens? Ou pensez-vous que les États-Unis ont également abandonné la solution à deux États, comme vient de l'indiquer leur ambassadeur en Israël? Ça, cet ambassadeur, c'est encore un autre dingue. Mike Huckabee. Mais c'est Oui, l'ambassadeur. c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Et nous savons tous quel est le message derrière cette nomination. Et nous verrons. Écoutez, les États-Unis restent un acteur très important dans la politique Est-ce que vous leur internationale. faites confiance? Non, ça n'est pas une question de confiance. Si, ça l'est. Non, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui dit parfois des choses scandaleuses. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas importants et qu'il ne faut pas les prendre en compte. Il faut les prendre en compte. Et nous devons espérer qu'ils soient en mesure de contribuer positivement, d'abord en mettant fin à la guerre. Il semble que ce soit le cas, espérons que ce soit vrai. Et puis, dans un deuxième temps, en pilotant ou en soutenant une résolution politique d'ensemble du conflit. Moi, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un bloc de pays qui poussent tous dans la même direction. Les Arabes doivent unifier leur position, ce n'est pas encore le cas. Probablement, ou peut-être en raison de l'absence de l'élément palestinien. C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver un moyen d'unifier la position arabe autour de laquelle nous pouvons constituer un groupe de pays, par exemple les pays européens, pour ensuite faire en sorte qu'eux-mêmes soient la force motrice. Et à partir de là, on peut demander leur aide aux Américains et à d'autres pour avancer vers une solution définitive. Donc il faut que les choses se fassent dans un certain ordre. Très rapidement, Alors, je veux rebondir sur ce que vient de dire M. Al-Qudwa. Moi, j'ai envie d'en appeler directement au président des États-Unis. Monsieur le Président, hier, vous avez fait quelque chose qui était très important, dans le sens qui a été indiqué qui est très important. Vous avez conseillé au Premier ministre Netanyahou dans un appel privé, et ensuite ça a fuité soit par vous, soit par votre cabinet, fuité dans la presse internationale, vous lui avez conseillé de faire preuve de retenue. Je vous conseille, Monsieur le Président, de faire tout ce qui est en votre pouvoir, et cela fera une différence énorme. Convoquez Netanyahou dans le bureau ovale, mettez-le dans le fauteuil qu'il adore, devant les médias internationaux, devant les médias américains, et dites-lui devant toutes les caméras la chose suivante. Bibi, trop, c'est trop. C'est terminé, maintenant vous arrêtez. Et vous savez quoi? Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut le faire, une seule personne qui a la force, l'énergie de le faire, et une seule personne au monde dont Netanyahou a peur et qu'il écoute quand on lui parle sur ce ton, c'est le président Trump. Il est temps qu'il le fasse. très rapidement, vous espérez toujours une solution à deux États malgré tout ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie? Non, ce n'est pas qu'une espérance. Nous pensons que ça va se passer. Sérieusement? Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre avenir. Une solution à un État, peut-être? C'est quoi une solution à un État? Ce n'est pas une solution. C'est la catastrophe assurée. Un État, c'est la victoire d'un côté sur l'autre. Ce n'est pas une solution. Il y a même une contradiction dans les termes. Solution à un État, ça ne fonctionne pas. C'est une victoire d'un État sur l'autre. Solution, ça implique un compromis. Donc une chose comme ça, une chose de cette nature, ça ne peut pas marcher. En gros, c'est ce que vous aviez négocié avec Mahmoud Abbas en 2008. Vous avez été très près de conclure. Est-ce que c'est toujours d'actualité 17 ans plus tard? C'est la base. J'ai fait une proposition en 2008 au président Y palestinien, compris avec une carte. avec une carte décrivant l'ensemble des aspects, mais qu'il n'a pas signé. C'est la base des actions courageuses qui ont été entreprises par M. Al-Qudwa
et par moi-même, et ensuite présenté à la communauté internationale, présenté au président Macron et à différents dirigeants européens. C'est la base. Il n'y a pas d'alternative. Cela sera la paix qui sera signée un jour entre Israël et la Palestine. Et je crois que le jour de cette signature est plus proche que beaucoup le disent aujourd'hui. Il faut être clair. Soit on veut tout et on nie l'existence de l'autre partie, on veut détruire complètement l'autre partie, ou alors nous devons coexister. Et la coexistence, c'est deux États. C'est simple. Ehud Olmert, Nasser Al-Koudoua, merci beaucoup d'avoir été nos invités dans cette édition de Tête à Tête sur France 24 et restez sur nos antennes pour plus d'informations.